Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, François. C'est possible de mettre parfait. Non, je te laisse aller. Bon, bonjour tout le monde. Je suis archéologue depuis une vingtaine d'années, spécialisé sur les régions nordiques et subarctiques du Québec, actif un peu partout par contre. Aussi actif en recherche, principalement communautaire. Donc, c'était bien. J'ai pris l'essentiel de la présentation de Pascal. J'ai trouvé ça très intéressant, ayant ma spécialité en collaboration, approche collaborative avec les Premières Nations. Ça rejoint pas mal de sujets là, que tu as présentés. Donc, de mon côté, pour ce qui est du patrimoine archéologique d'Anticosti, je n'ai pas de grandes découvertes, malheureusement, à vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment, on a des connaissances qui sont très sommaires pour Anticosti. C'est un site qui est difficile d'accès, donc il y a eu très peu de recherches. Donc, on a des connaissances assez limitées. Mais je prends quand même le temps aujourd'hui de vous présenter ce qu'on connaît et ce sur quoi on peut bâtir aussi en vue d'appuyer la démarche de reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO, de la géologie de l'île. Il y a peut-être des liens à faire entre le patrimoine géologique et archéologique. Donc, vous m'excuserez, vous voyez l'arrière-plan, là, je suis dans mon camion, j'interromps un chantier pour faire la présentation. J'ai l'équipe partout autour de moi qui attendent, qui ont pris la pause pour y assister, donc j'espère qu'ils ne seront pas trop dissipés. Donc, je m'excuse pour le manque de décorum là, dans le camion. Là, habituellement, je fais un peu plus attention, mais je n'ai pas le choix. De par la loi, je suis obligé de rester sur le chantier lorsqu'il y a des activités parce que je suis le titulaire d'un permis. Donc, ça explique pourquoi. Présentation en 4 sections. Aperçu du patrimoine archéologique d'Anticosti, qui est plutôt statistique. Le patrimoine archéologique autochtone, donc je donne un peu plus de détails sur ce qu'on connaît, mais ce qu'il y a comme potentiel aussi de recherche. Patrimoine archéologique alloctone. Et ensuite, je conclue avec les avenues de recherche et de mise en valeur, comment on peut bâtir sur ce qu'il y a de connu, mais aussi les potentialités pour faire des liens avec la géologie de l'île, la géologie exceptionnelle, ajoute une couche de sens aussi du point de vue de l'occupation humaine ancienne, principalement autochtone, qui ont pu développer des liens particuliers avec la géologie. On parle de fossiles, mais on parle aussi de différents sites géologiques qui se démarquent. Donc, je vais entrer un petit peu plus dans le détail dans cette dernière section-là. Je commence avec l'aperçu du patrimoine archéologique. Donc, petite carte d'Anticosti. Vous voyez, on a une douzaine de sites archéologiques qui se concentrent sur la pointe ouest, dans le secteur de Port-Meunier. Ensuite, sur la pointe sud-ouest, juste au sud de la rivière Jupiter et Rivière-au-Saumon. Et ensuite, dans le secteur de Baie-du-Nord. C'est pas beaucoup, hein? On parle d'une île qui est, peut-être que quelqu'un l'a déjà dit aujourd'hui, là, c'est souvent rapporté, 6 fois plus grand que l'île de Montréal. Donc, seulement quelques sites. C'est pas parce que la ressource est pauvre, c'est tout simplement le témoin qu'il y a très peu de recherche qui a été menée sur l'île. On peut s'attendre en fait, avec tout l'historique qu'il y a sur l'île et le peu de développement, on peut s'attendre à une grande richesse archéologique et une richesse archéologique qui est dans un état de conservation quand même intéressant, je pense, parce qu'on n'est pas dans un contexte urbain où il y a beaucoup de bâtiments et d'infrastructures qui ont pu détruire les vestiges. Donc, c'est quand même quelque chose de prometteur. Donc, vous voyez un peu sous forme de tableau, ça nous donne 3 sites aux environs de Port-Meunier, 5 aux environs de la rivière Jupiter, 2 à Baie-du-Renard et 1 à Rivière-au-Saumon. Et là, j'ai le petit panneau de la présentation qui me cache au bout de mon tableau. Donc, ça fait 11 sites archéologiques Anticosti, plus un site de cimetière qui est parfois considéré comme site archéologique, site de cimetière qui est dans le secteur de la Baie-du-Nord, et un bâtiment patrimonial aussi associé à un site archéologique qui est le four à chaux d'Anticosti qui bénéficie d'un classement. Donc, au total, ça nous donne 6 sites archéologiques autochtones, 6 sites archéologiques alloctones et un bâtiment patrimonial. Donc, ça fait peu de connaissances à partager aujourd'hui. Hein. On a une collection qui fait un peu plus d'une centaine d'objets pour toute l'île. Donc, on peut dire que le patrimoine archéologique demeure relativement mystérieux, ou à tout le moins un mystère pour l'instant. Un mystère qui peut très bien être résolu par des recherches un peu plus soutenues, tout simplement. On a une étude de potentiel archéologique. Ça, c'est plus théorique, en fait. Ça permet de comprendre là où il pourrait y avoir des découvertes éventuelles si on cherche, qui a été menée par un confrère, Jean-Yves Pintal, en 2018,
qui est une étude de potentiel très générale. C'est-à-dire que, disons, un grand territoire comme ça, faire une étude de potentiel, c'est impossible de couvrir tous les angles, donc ça donne vraiment un aperçu. 110 zones de potentiel archéologique allochtones qui se répartissent principalement autour de l'île parce que, bon, on sait à partir des archives, l'essentiel des établissements allochtones se répartissaient autour de l'île. Il y a peut-être une exception au début du 20e siècle à la rivière Jupiter. On sait qu'il y avait un camp qui était maintenu par les meuniers, qui servait à accueillir des dignitaires alors que les meuniers tentaient d'influencer des décisions politiques en leur faveur. Donc, ça permettait les gens. On a des rapports là, du journal de Martin Zédé, entre autres, le bras droit d'Henri Meunier, qui montrait l'efficacité d'accueillir les gens sur une des plus belles rivières à saumon au monde pour influencer leurs décisions. Ça semblait très efficace. Donc, on a peut-être un site aussi significatif du point de vue allochtone à la rivière Jupiter. Je dis que c'est vraiment un survol, là, ça donne un aperçu, c'est que, par exemple, tous les sites villageois, ou à peu près tous, ont été cartographiés. On a des plans anciens, on a des photographies aériennes. Donc, il y a moyen de faire un peu plus de travail pour préciser la position des vestiges archéologiques potentiels et de guider d'éventuelles recherches si jamais c'était une avenue sélectionnée pour l'occupation autochtone. Pour ce qui est de l'occupation autochtone, 99 zones à potentiel archéologique, encore une fois, principalement autour de l'île. Cette fois-ci, le potentiel de l'intérieur est nettement sous-estimé parce qu'on a beaucoup de recherches, de témoignages archivistiques qui permettent de comprendre que les Premières Nations, tant de la Côte-Nord, les ancêtres des Inuits, que des Micmacs, les ancêtres des Micmacs de la Gaspésie, étaient présents sur l'île, peut-être d'autres groupes même, et qui étaient présents autant en été qu'en hiver et autant sur la côte que dans l'intérieur des terres. Donc, il y a une présence autochtone qui est probablement un peu dispersée un peu partout et qui mérite d'être investiguée au sens où c'est encore un lieu un peu énigmatique du point de vue de l'occupation autochtone qui permettrait, entre autres, de comprendre l'occupation du territoire, de comprendre comment on utilisait le réseau de rivières de l'intérieur des terres comme point de passage et de contact entre les peuples de la Gaspésie et de la Côte-Nord qui étaient grandement éloignés. En fait, la Gaspésie était le point de contact pour ces peuples-là, mais aussi, surtout dans le contexte qui nous concerne, d'identifier d'éventuels lieux d'exploitation des ressources. Et là, quand je parle de ressources, on parle de ressources animalières, végétales, halieutiques et géologiques. Et quand je parle de géologie, bon, on parle d'affleurements rocheux, entre autres, qui a pu servir à fabriquer des outils en pierre pendant la paléohistoire. Mais on a aussi des lieux à connotation plus spirituelle ou symbolique, comme des grottes et possiblement même des fossiles qui ont pu se voir attribuer un sens particulier là, dans le contexte d'occupation parce qu'ils étaient facilement accessibles, visibles par les Premières Nations. Ça serait surprenant qu'il n'y en ait pas eu connaissance. Donc, j'entre dans le détail pour l'occupation autochtone. 6 sites, encore une fois. Les 5 principaux sites sont à la pointe ouest de l'île d'Anticosti, juste au sud de la rivière Jupiter, un des points d'accès les plus faciles pour les gens de la côte sud, de la Gaspésie, et la rivière au Saumon, un autre site. Tous sont dans un état de conservation qui va de partiellement détruit à détruit, malheureusement. Plus d'investigations systématiques sur le terrain permettraient de mieux comprendre l'état de cette ressource-là. Mais il y a quand même certains indices, malgré l'état très, très, très sommaire de la recherche, qui nous donnent un peu un portrait général et des pistes à suivre pour d'éventuelles recherches, c'est-à-dire les matières premières identifiées dans les collections, les pierres. On a notamment le quartzite de Rama, qui est bien connu en archéologie, on connaît la source qui a été exploitée par les peuples autochtones du nord du Labrador. Et cette matière-là est très commune dans les périodes postérieures à 2000 ans avant aujourd'hui. Ça se répand un peu dans tout le nord-est américain, dans les maritimes, dans la Côte-Nord. On la retrouve même en Gaspésie. Donc, est-ce qu'Anticosti est un point de passage pour la matière? Possiblement. À tout le moins, elle semble très, très, très commune sur Anticosti, malgré la grande distance. D'autre part, d'autres matières comme la rhyolite, des schertes gris à noir qui pourraient être typiques de la Gaspésie. Entre autres, à Lamartre, on a une source de schertes gris-noir bien documentée, où j'ai travaillé d'ailleurs. Et on a de l'ardoise qui pourrait être typique du Sud
et un cherte vert, même rapporté en une occurrence de cherte vert, qui est bien connu dans le secteur de Québec et qui permettrait de tisser des liens possiblement avec les Iroquois du Saint-Laurent, qui, eux, étaient présents jusque sur la Côte-Nord, jusque dans le secteur de Red Bay et au Labrador et jusqu'à la pointe de Gaspé aussi. Donc, ça permet de penser, en fait, les matières seulement, ça permet de lancer l'hypothèse qu'on a une île où les gens sont en contact avec des géographies et des peuples de diverses origines, ce qui est quand même intéressant quand on pense que c'est un lieu qu'on considère aujourd'hui isolé. Autre chose, le type de vestiges. Bon, on a très peu d'objets intéressants muséographiques. La recherche date aussi, vous m'excuserez pour la qualité de la photographie. 1972, donc c'est de la vieille recherche. Et ça permet quand même de voir, je fais référence aux 2 pointes qu'on a là en haut, la 1 et la 2, d'un style très typique aux périodes postérieures à 2000 ans avant aujourd'hui. Et j'insiste beaucoup sur le 2000 ans, en fait, c'est que dans la communauté archéologique, là, il y a un accord assez général pour dire que après 2000 ans avant aujourd'hui, c'est la période formative des groupes autochtones qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça permet d'ancrer leur origine et leur développement sur le territoire, par exemple pour les Inuits et possiblement même pour les Micmacs. Donc, ce n'est pas inintéressant malgré le faible nombre d'objets. Et ça permet, bon, je l'ai dit, c'est des liens avec la région maritime. On a des influences maritimes de la Gaspésie, des régions nordiques du Québec-Labrador, de la Côte-Nord, une occupation probablement très récente, au maximum 2000, peut-être 3500 ans avant aujourd'hui. Un potentiel quand même qui peut aller jusqu'à 11 000 ans avant aujourd'hui en fonction des données paléo-environnementales, mais ça reste très théorique pour l'instant. Et aucun vestige de la période coloniale, c'est-à-dire postérieure à 1500 AD, malgré plusieurs témoignages historiques d'une présence autochtone en été comme en hiver, sur la côte comme dans l'intérieur des terres. Je passe au patrimoine archéologique alloctone. 6 sites encore une fois, 3 dans le secteur de Port-Meunier à la pointe ouest et 3 à la baie au nord. Ce sont des établissements coloniaux qui témoignent des premières tentatives de colonisation, d'occupation permanente par les allochtones, c'est-à-dire les gens d'origine européenne. On a des villages, les premiers dateraient du début du 19e siècle, qui seraient associés aux Acadiens, des communautés francophones catholiques, et plus tard, vers la fin du 19e siècle, communautés terre-neuviennes, qui seraient, parce que l'île d'Anticosti passe sous la juridiction de Terre-Neuve et du Québec à différents moments. Et selon ce passage-là, bien, ça donne des efforts de colonisation par un ou l'autre des secteurs. Donc, on a ces villages-là. Baie-du-Nord, c'est des Terre-Neuviens, entre autres. Je vais montrer quelques exemples. La Pointe-Ouest, on a affaire à des francophones essentiellement. Donc, ça, c'est pour le 19e siècle. Fin 19e, début 20e, on a une présence éphémère, mais combien marquante de l'époque des meuniers. Donc, une époque de développement industriel incomparable, qui était beaucoup plus avancée même que bien des communautés de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Donc, c'est un fait intéressant, considérant qu'aujourd'hui, encore une fois, on considère l'île comme un secteur isolé. François, Je passe. François, Oui? je me permets un rappel de 2 minutes? Oui, parfait. J'achève. Je vais dépasser peut-être un petit peu, mais pas trop. Donc, les quelques exemples, au Marderie-Meunier, à gauche, une photographie d'époque. Lors de notre visite en 2020 sur le site, on voyait entre autres une chaudière, la bouilloire de la Syrie, qui était encore présente à Baie-du-Nord. Un chemin, un vestige de chemin à gauche là, qui passait derrière les anciens bâtiments, mais aussi des vestiges, les dalles de béton de l'époque des meuniers qui sont dans un état misérable, qui sont dégradés par une utilisation contemporaine comme site d'entreposage par des pêcheurs. Donc, c'est sûr, dans un éventuel classement, il faut faire attention parce que c'est sûr que si on montre qu'on ne prend pas soin du patrimoine local, même s'il n'est pas géologique, ça peut faire mal. Un autre exemple, Fox Bay, donc un peu plus à l'est de l'établissement des meuniers, village terre-neuvien de la fin du 19e siècle, dont des bâtiments subsistaient encore dans les années 80, sont tous détruits aujourd'hui, mais on voit encore des vestiges en surface.
Four à chaud de Baie-Sainte-Claire, de l'époque des meuniers, qui servait à faire de la maçonnerie, en fait, du mortier. Un site archéologique qui est associé aux environs. Et aussi, et non le moindre, le patrimoine maritime potentiel. Il y a très peu de choses documentées, sauf qu'on a jusqu'à 400 naufrages qui ont pu avoir lieu autour de l'île depuis le début de la présence européenne. Des naufrages très fameux, celui du Granicus, qui donne une histoire d'horreur qu'on nous raconte en Côte-Nord toutes les années, à la radio à l'Halloween, mais aussi l'histoire du naufrage du père Crépiol aussi, qui a donné lieu à du cannibalisme là, dans un contexte de survie. Des histoires toutes spectaculaires, mais qui ont pu laisser des vestiges aussi. Et des sites de sécurité, des dépôts de sécurité où ces gens-là ont pu trouver refuge au 19e siècle et qui ont pu laisser des traces. Donc, avenue de recherche et mise en valeur, comme tu vois, André, j'achève, ça ne sera pas trop long. Des avenues d'intérêt, je passe rapidement sur le patrimoine maritime, les naufrages. C'est pas que ce n'est pas intéressant, en fait, c'est un patrimoine exceptionnel, sauf que dans le contexte qui nous concerne, c'est-à-dire faire des liens avec la géologie, c'est peut-être pas la priorité qu'on pourrait privilégier. Même chose pour le patrimoine alloctone, malgré toute sa diversité et l'unicité de certains de ses vestiges. Donc, troisième avenue, probablement la plus intéressante dans notre contexte, le patrimoine autochtone. Je suis paléohistorien de formation, donc ce n'est pas simplement un intérêt personnel, c'est aussi qu'en s'intéressant à ce patrimoine-là, c'est une façon de mobiliser un autre groupe de parties prenantes qui permet de marquer des points dans une perspective de reconnaissance patrimoniale, de le mobiliser, mais aussi d'aller documenter, de donner une couche de sens supplémentaire à la géologie, qui n'est pas juste un phénomène géologique scientifique, mais qui peut avoir différents sens pour les différents groupes de parties prenantes, qu'on peut documenter à travers une approche archéologique conventionnelle combinée à des entrevues ethnographiques, entrevues avec des aînés, de la toponymie pour documenter des noms de lieux qui pourraient être intéressants, mais aussi à des histoires et des entrevues même qui pourraient utiliser certaines pièces fossilifères qui pourraient permettre d'éliciter certaines connaissances. De façon générale, ça permettrait de documenter la présence de ces gens-là, de documenter les relations entre les groupes, de documenter les relations avec le territoire et ses ressources. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est-à-dire notamment les ressources géologiques. Comment elles ont pu être utilisées, mais les significations qui ont pu être attribuées, c'est-à-dire, et ça, c'est des sites d'intérêt particulier, c'est-à-dire des grottes, des affleurements ou des sites fossilifères. Et là, comme c'est une île qui est très grande, peut-être que ce serait judicieux de se concentrer sur certains estuaires et certaines rivières pour documenter des endroits qui pourraient être jugés les plus prometteurs, question de ne pas se disperser. Donc voilà, je vous remercie pour votre patience. J'espère que je n'ai pas trop dépassé, André. Je reste pour la période de questions au cas où certains en auraient pour moi. Et sinon, vous avez mes coordonnées au bas de l'écran.